Bonjour à tous et bienvenue dans ce 12e épisode de Glastotrip, le podcast. À moins de 2 semaines du festival, on continue avec les épisodes info pratiques et aujourd'hui on parle de ce qu'il faut amener ou pas à Glastonbury. On vous dira même ce qui est interdit sur site. On va pas faire une liste exhaustive de tout ce qu'il faut amener, on va se concentrer sur le matériel essentiel, en mode conversation. On va partager notre expérience et essayer de vous donner des conseils pour choisir votre équipement avant de vous rendre au festival. Mais surtout, n'oubliez pas qu'il faudra tout porter de la voiture jusqu'au camping. Ça peut être un très long chemin, donc ça reste un critère à prendre en compte. Tell me about when you came to Glastonbury as a child. There's a warm feeling about this land, and it's got history, and it's got so much beauty attached to it. Just you! Glastotrip, le podcast. Donc oui, en effet, on va parler de l'équipement et de ce qu'on va prendre avec nous à Glastonbury. Et comme tu le disais dans l'introduction, on va pas être exhaustif. Et puis on va parler de notre expérience personnelle, ce qui correspond aussi à nos besoins, nos envies, etc. Parce que effectivement, on peut constater qu'il y a des gens qui amènent des trucs qui, moi personnellement, pourraient me paraître complètement inutiles. Donc voilà essentiellement pourquoi on peut pas être exhaustif, parce que je sais pas, il y a des gens qui amènent une douche, des douches portables par exemple, et bon, moi j'en vois pas la nécessité, mais pour certaines personnes c'est super important. Donc on va essayer de rester sur les choses vraiment indispensables, nécessaires, et aussi on va parler de ce qu'il est interdit d'amener, et même je pense qu'on peut commencer par ça, avec la chose essentielle. Le verre. Ouais, en effet, le verre est interdit sur place parce qu'on se trouve sur une pâture et le reste de l'année, ce sont les vaches qui viennent brouter l'herbe et le verre, ça peut les blesser. Et c'est pour cette raison qu'il est strictement interdit d'emmener du verre, y compris des petits flacons de parfum. Le moindre centimètre cube de verre est interdit. Bien, alors donc pas d'autres interdictions a priori? Il y a une liste exhaustive des interdictions sur le site de Glastonbury. Les trucs classiques, les feux d'artifice. Les arbres, j'imagine. Les armes, oui. Voilà, tout ce qu'on peut habituellement voir interdit dans les festivals même français. Et la particularité de Glastonbury, voilà, on l'a déjà dit, on peut amener à boire, à manger, mais il faut surtout pas de récipient en verre. On y reviendra peut-être un peu plus tard aussi dans l'épisode. Il précise quelque chose pour les fumigènes? Fumigène, on est d'accord qu'en anglais c'est flares. Ouais. Et pour eux c'est interdit. Mais je sais qu'il y en a chaque année. Ouais, il y en a qui passent. Et alors il y a un autre truc qui est souvent interdit dans les festivals et qui ne l'est pas à Glastonbury, c'est aussi les drapeaux. C'est un peu même la marque de fabrique du festival. Les drapeaux, ils peuvent s'avérer utiles pour se repérer. Quand on est un groupe assez nombreux, ça permet soit de marquer l'endroit auquel se trouve la tente dans le camping, ou l'endroit où le groupe s'est regroupé devant une scène. Et généralement aussi, quand on se donne rendez-vous en plein milieu d'un concert, la photo qu'on prend pour situer l'endroit auquel on se trouve, c'est le premier drapeau ou le plus visible qui se trouve à proximité de nous. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié cette stratégie qu'on adopte parfois, c'est que quand on n'a pas de drapeau, on photographie le drapeau à côté duquel on se trouve, effectivement. Et ça aide les autres à nous retrouver. Bien, donc rentrons dans le vif du sujet à proprement parler. On va commencer par
ce qu'il faut absolument pas oublier pour aller au festival, parce que même si on peut acheter presque tout sur place, il y a quelques essentiels sans lesquels vous ne pourrez pas aller dans le festival déjà. Et ça commence par le billet. Alors, est-ce qu'il est vraiment indispensable ou est-ce que si vraiment on l'a oublié, on peut rentrer à la porte A et éventuellement demander un autre billet ou pas? La question commence à se poser pour nous, puisqu'on n'a toujours pas reçu ces foutus tickets. Apparemment, tout le monde les a à peu près reçus, mais pas nous. Et donc, il semblerait que si on les reçoit pas, donc je pense qu'il faut contacter Citicket. Ça, je vais vérifier, mais de toute façon, si là, on a encore un peu de temps. Bon, je m'affole pas trop, mais contacter Citicket. Et d'après ce que j'ai pu comprendre, il va falloir aller au box-office. Et là, je sais pas comment ils gèrent. Ils doivent vérifier l'identité des personnes et je sais pas s'ils refont un ticket ou s'ils font un ticket rapidement. Ils impriment quelque chose, je sais pas. Peut-être on n'aura pas le ticket avec la photo ou ce genre de choses-là. Mais pour répondre à la question du début, oui, il faut avoir son ticket. Et il faut même le garder pendant tout le festival. Deuxième objet obligatoire, une pièce d'identité. Donc on rappelle pour les francophones qui nous écoutent et qui n'habitent pas en Angleterre que le passeport est obligatoire pour se rendre en Angleterre, pour passer la frontière. Et après, le troisième item qui va être indispensable, c'est un moyen de paiement. Donc une CB. Une carte bancaire, oui, parce que on peut retirer de l'argent sur site et la plupart des enseignes prennent la carte bleue. Donc normalement, une carte bleue, ça suffit. Ouais. Et donc ça, ce sont vraiment les choses indispensables. Après, le reste, on pourra toujours se débrouiller pour se le fournir, essentiellement avec la carte bancaire. Donc dans les petites choses auxquelles il va falloir penser aussi, si vous avez acheté votre place de parking en même temps que vous avez payé le solde des places, n'oubliez pas de ramener le petit autocollant pour le parking. Si vous y allez en voiture, évidemment, permis de conduire, papier de la voiture. Et puis, selon les modes de transport ensuite, les billets de train, le voucher pour le ferry, ce genre de choses, quoi. Toujours penser à tout ça. À propos de l'autocollant de parking, si vous en avez pas, c'est pas grave. C'est possible d'en acheter un sur place. En arrivant sur le parking, les gens, s'ils voient pas les stewards, s'ils ne voient pas l'autocollant sur le pare-brise de la voiture, vont nous demander si on en a un pour le coller. Et si on n'en a pas, ils vont en vendre un. Et il me semble que par contre, pour le parking, c'est que en espèces. Donc il faut arriver avec quelques livres, je me souviens plus du montant. L'année dernière, c'était 55, si je dis pas de bêtises. La meilleure chose à faire, c'est donc d'arriver avec une centaine de livres et puis après, voilà, quoi. On est tranquille. Un autre conseil aussi, avant d'arriver sur le parking, faites le plein. Donc une fois qu'on est arrivé au festival avec tous les éléments qu'on a cités juste avant, la première chose qu'on fait normalement, c'est s'occuper du campement. Donc je propose qu'on commence par parler de ça. Et l'élément indispensable numéro 1, évidemment, la tente. Mais si on n'a pas de tente, on fait quoi ? On en achète une sur place. Alors ça, c'est une solution. Il y en a d'autres. On va dormir à l'église ? Exactement. On peut aller dormir à l'église ou on peut aller dormir aussi, je crois, chez les Hare Krishna. Ah, ils font logis en plus du repas ? Alors, ils font repas gratuits, mais je crois aussi qu'ils hébergent les gens, ouais, il me semble. Mais sinon, de toute façon, de façon générale, en cas de grosse galère, il suffit de monter à la tente église qui se trouve, ça doit être tout en haut de Big Ground. Si c'est pas Big Ground exactement, c'est le champ qui est juste à côté. Et c'est juste en dessous de la Worthy Farm. Et donc si vous avez tout perdu, genre il y a eu une inondation, vous avez plus de vêtements, plus de sacs de couchage, plus de tente, rien du tout, ils vont vous dépatouiller. En cas de galère, en tout cas, ça marche. Moi, sur les conseils que je vais donner au niveau des tentes, je pense que c'est important de prévoir, quand on prend une tente pour plusieurs personnes, de prévoir une place en plus par rapport au nombre de personnes qui va dormir, parce que toute la semaine, avec les gens qui dorment, plus les affaires à stocker dans la tente, il faut un petit peu d'espace en plus. Alors, au niveau du couchage ? Alors là, le couchage, c'est pareil, chacun ses petites habitudes. Toi, je pense que... On va commencer par toi, Jérôme, vu que t'es le plus rapide. C'est le plus simple, ouais. Alors, déjà, ce que je peux dire, c'est que l'année dernière, j'étais arrivé avec un sac Eastpak, ma tente à la main,
À dos, hein, un sac à dos, parce qu'ils font des sacs de voyage aussi. Ah oui, Spec. non, ouais, un simple sac à dos, genre un sac d'école, ma tente à la main et la chaise. On en parlera après. Mais je crois que c'est tout. Et après, j'avais été obligé de refaire un retour à la voiture, mais pour amener des choses là que j'aurais pas emmené en temps normal, à savoir appareil photo, ordinateur, etc., pour aller déposer ça en tente de presse. On peut aussi préciser d'ailleurs que tout ce que vous allez amener en plus, il y a des consignes, en anglais lockers, que c'est très très utile. Et par exemple, le conseil que je peux vous donner, c'est tout ce qui est vraiment précieux, comme par exemple vos papiers, les clés de la voiture, les clés de votre appartement, etc., qui servent à rien sur place, laissez-les là-bas. C'est super bien surveillé et il n'y aura pas de problème. Tout ce que vous voulez absolument pas perdre, il faut le mettre au locker. Et vous êtes sûr de le retrouver à la fin du festival. Donc, Jérôme, t'as dit je suis venue juste avec mon sac à dos, mais tu nous as même pas dit ce que tu mettais dans ton sac à dos pour le couchage. Un sac de couchage, tout simplement. Donc pas de matelas. Pas de matelas, pas d'oreiller. Alors je me fais un oreiller comme j'ai du change. Je mets des vêtements en boule et ça me fait un oreiller. Et je dors sur le sol, mais moi je trouve ça très confortable parce qu'en fait c'est de l'herbe en dessous et franchement c'est pas raide quoi. C'est pas comme de dormir sur une dalle de béton, un truc de genre là. Donc ça me convient très bien. Alors moi je prends un matelas, un tout petit matelas, parce que je suis très frileuse la nuit et que le sol est assez froid, donc c'est pour m'isoler un petit peu du sol et avoir moins froid. Et bien sûr j'ai un petit oreiller parce que bon voilà. Alors sur ce plan-là, ce que j'ai moi dans mon sac, qui est minuscule, c'est une couverture de survie. Une couverture de survie sous le duvet. Sous le sac de couchage. À mon avis, ça fait la blague. Dernier objet essentiel pour certains et pas pour d'autres, qui fait débat, la chaise de camping. Pour ou contre la chaise de camping, messieurs? Alors, moi je vais le dire simplement, c'est chaise de camping obligatoire. Donc effectivement, faut la porter jusqu'au campement. Mais déjà, s'il pleut, c'est le seul moyen de poser quelque chose sans que ce soit dans la boue. S'il pleut pas, bon bah, elle peut rester à côté de la tente, c'est pas grave. Objectivement, quand on a 20 km dans les pattes, parce que c'est à peu près le tarif pour une journée de Glastonbury, bah il y a des moments, avoir une chaise, et d'ailleurs pas forcément que devant un concert, c'est quand même bien appréciable. Ouais, je confirme ça. Moi, la chaise, c'est pas tellement pour l'emmener pendant les concerts, mais quand on vit une année où le champ est entièrement boueux, c'est vraiment salvateur d'avoir une chaise. Et moi, en 2016, je pense que j'en avais pas. Et j'ai eu vraiment mal au dos pendant le festival à force de me recroqueviller, de pas avoir d'endroit où me mettre confortable. Ça sert à rien de rester debout tout le temps. On commence à 11h30, on finit à 3h du matin, si c'est pas 5. C'est obligé qu'on s'assoie à un certain moment. Et donc, sur un truc aussi gigantesque, autant avoir une chaise. Ok, je pense qu'on a fait le tour pour le campement. Et du coup, les items après qui viennent et qui sont plutôt essentiels, ça va être côté vêtements. Donc on a déjà mentionné un petit peu dans la partie de tout à l'heure, on a parlé des chaussures et plus précisément des bottes. Et là, je pense que Jérôme, ça va être la même chose que les chaises pour toi. Les bottes, c'est absolument obligatoire. Ouais, faut les avoir. Il faut vraiment les avoir. Moi, ça m'est arrivé de les laisser dans le coffre de la voiture en me disant il va faire beau tout le temps et a priori je fais confiance aux prévisions météo et je prends pas les bottes. Et quand j'ai fait ça, en général, ça m'a plutôt réussi. Je pense pas que je l'ai fait plus de 2 fois en fait. Mais après, dès qu'il pleut, chacun voit midi à sa porte, encore une fois. Mais il y a des gens qui sont pieds nus. Mais si on craint pas de rester les pieds mouillés pendant toute une journée, ok, on peut être dans des chaussures mouillées.
Enfin bon, c'est quand même vraiment hyper désagréable. Et en plus, quand il pleut vraiment, là, on peut avoir de la boue jusque largement au-dessus des chevilles. Hein. Et même quand il pleut pas, il faut des bonnes chaussures de marche. Parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, on est sur beaucoup de kilomètres par jour. Je sais pas si je suis montée jusqu'à 20 l'année dernière, mais au moins 10 kilomètres par jour. Et moi, j'avais pris mes chaussures de randonnée et je ne regrette absolument pas ce choix. Ouais, effectivement, moi j'avais mesuré avec ma montre sur le festival le nombre de pas qu'on pouvait faire et j'ai allègrement dépassé les 100 000 deux fois sur une édition. Ce qui fait combien de kilomètres ? C'est censé faire 100 kilomètres, mais je pense qu'il va me compter des pas quand je saute sur place finalement devant un concert. Ouais, mais ça compte aussi parce que ça compte dans la dépense d'énergie effectivement. Donc ouais, en équivalent, il y a le confort des pieds. Et oui, dans le confort des pieds, tes pieds ils prennent les chocs. Hein. Ouais. Et donc moi j'ai toujours trois types de chaussures. Il y a les bottes qui restent dans le coffre ou pas, des chaussures de randonnée imperméables. Et une autre paire de chaussures de randonnée plus légères pour les jours de chaud. Et puis après, quand on est au camping aussi, moi je me souviens que l'année dernière, j'avais pris mes tongs juste pour être autour de la tente et tout ça, et je trouvais ça vachement agréable de laisser un petit peu mes pieds respirer le matin et le soir, après une journée enfermée dans mes chaussures de randonnée. Bon, moi, vous l'aurez compris, j'essaye de faire simple, donc en général, j'arrive avec une paire de chaussures et les bottes. Prochain vêtement ensuite, on a beaucoup parlé de la pluie depuis le début de l'épisode, et donc vêtements contre la pluie. Et là, c'est pareil, y a un débat, poncho ou pas poncho. Alors là, moi, pour le coup, j'ai pas de religion sur le sujet. Je trouve que le poncho, c'est quand même très, très efficace. Donc, moi, j'en ai un. Puis en plus, ça prend pas de place. Moi, c'est les deux, tout simplement. Mais et c'est vrai que par exemple en 2016 le poncho était obligatoire. Donc pour moi c'est plutôt les deux parce que il y a des conditions météo qui vont faire que le poncho est obligatoire et d'autres où on se sent mieux dans une veste imperméable simple. Moi, j'ai pas fait d'édition pluvieuse, donc je peux pas vous donner d'avis pour le moment. On verra cette année si la météo est de notre côté ou pas. En tout cas, j'ai prévu le poncho au cas où et j'ai aussi un imperméable à côté. Exactement, c'est-à-dire que même si on annonce une année sèche, moi je conseille d'avoir ces objets-là dans son sac. Une veste imperméable et un poncho. Un poncho, ça prend pas de place dans le sac. La veste imperméable, on arrive avec. Elle va servir de coupe-vent aussi parce que il peut faire frais. Et donc, je pense que c'est des choses qu'il faut avoir. Bon, après, il y a des gens qui veulent pas de poncho et qui vont prendre une super veste et ça, je pense que ça peut le faire, effectivement. Et encore une fois, si on n'a pas, tout s'achète. Après, pour le reste des vêtements, ça va dépendre un peu des goûts et des humeurs de chacun, de la météo. Et on oublie un truc qui est super important aussi, c'est une laine polaire. Clairement, le soir, même quand c'est des belles journées, là, pour le coup, il fait froid, vraiment. Et donc, la laine polaire, elle est indispensable. Donc ensuite, on en a déjà un petit peu parlé au début de l'épisode en parlant des bouteilles en verre, mais côté alimentaire, il y a deux, trois trucs à savoir. Donc, on l'a déjà mentionné dans plusieurs épisodes. On peut venir au festival avec la nourriture et la boisson qu'on veut, y compris l'alcool, du moment que c'est pas dans des contenants en verre. Donc, si vous voulez ramener du rhum, il faut le transvaser dans une bouteille en plastique ou quelque chose comme ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur place, il n'y a pas de prise électrique ou quoi que ce soit pour maintenir éventuellement une glacière au frais, quelque chose comme ça. Donc, c'est des choses à prendre en compte. Il y a au supermarché, entre guillemets, parce qu'il y a un espèce de supermarché dans le festival, des glaçons. Mais ça arrive régulièrement qu'ils soient en rupture de stock, il faut attendre qu'ils reprovisionnent. Voilà. Donc ça, c'est pour vous prévenir si vous décidez d'amener à manger. La chose absolument indispensable, c'est une bouteille réutilisable pour l'eau. Parce que vous avez des fontaines à eau absolument partout dans le festival. Donc c'est le moyen d'avoir toujours de l'eau sur vous. Et de toute façon, ils ne vendent pas de bouteilles d'eau. À la limite, ils vendent de l'eau en canette dans certains stands. Mais voilà, ça s'arrête là.
Ouais, ce sera pas possible si on n'amène pas sa propre bouteille, qui peut d'ailleurs être une bouteille en plastique. Hein, ce sera pas possible de trouver sur place une bouteille qu'on puisse utiliser pour garder de l'eau sur soi. Ils vendent des gourdes du festival chaque année, donc ça sera l'option, mais du coup c'est quelque chose entre 10 et 15 livres, hein, donc c'est pas forcément donné non plus. Ouais, c'est un peu chéro, je trouve. Moi, je conseille sur l'alimentaire d'avoir des petits snacks avec soi tout au long de la journée. Et aussi pour le petit-déj, tout au long de la journée, ça peut être pratique. Par exemple, quand on est devant une scène, on est au milieu de la foule, qu'on peut pas aller jusqu'au stand parce qu'il y a le concert qui a commencé, qu'on a une petite faim. Enfin voilà, c'est des choses comme ça. Toujours avoir de l'eau et un petit truc à grignoter sur soi pour éviter de se gâcher un concert. Moi, généralement, ce que je prends volontiers, c'est des barres d'énergie, justement pour la randonnée, qu'on pourrait à Decathlon ou ailleurs, mais des pâtes de fruits, des barres de céréales ou comment on appelle ça, de la pâte d'amande. C'est des petites choses assez énergétiques qui sont pas mal pour caler un creux. Donc maintenant, on a vu comment se nourrir. Et alors, la problématique essentielle à Glastonbury qui rebute pas mal de gens, c'est la problématique de l'hygiène. Bon, et il y a déjà les toilettes. Et en parlant des toilettes, par exemple, inutile d'amener son papier toilette. Il est possible d'en récupérer dans les lockers. J'étais en train d'hésiter, mais oui, c'est bien aux consignes. Ils donnent, je dis bien ils donnent, ils ne vendent pas du papier toilette. Donc le papier toilette, c'est pas la peine d'en ramener. Aussi pour les bouchons d'oreille, ils en donnent pour se protéger des volumes importants au niveau des scènes. Mais moi, j'utilise aussi ça la nuit pour dormir parce qu'il y a toujours du bruit, un bruit de fond, il y a toujours de la musique ou des choses comme ça. Et donc, voilà, moi, j'utilise ça surtout pour dormir, en fait. Et donc, en produit de toilette, après, comment vous faites, vous ? Je précise, pour être sûr, au cas où certaines personnes n'auraient pas compris des précédents épisodes et du début de cet épisode, qu'il n'y a que très très peu de douches dans l'enceinte du festival. Et donc, en général, il faut se passer de la douche, sinon on va perdre plusieurs heures à faire la queue et ce genre de choses. Donc effectivement, il faut être un petit peu inventif pour sa toilette. Moi, je sais que l'année dernière, j'avais opté pour l'option lingette. Alors c'est une option moi que j'avais aussi utilisée en particulier quand j'étais venu avec ma fille, en particulier quand elle était petite. Donc je faisais très attention à son hygiène et donc les lingettes c'était vraiment parfait pour ça. Moi tout seul, je vais vous faire un aveu, je fais le crade pendant une semaine. Et pourtant j'ai accès aux douches. Mais c'est marrant parce qu'il y a vraiment des gens qui... Tout le monde a sa petite technique là-dessus. Donc comme tu le disais au tout début, il y a des gens qui viennent avec des douches de camping. Donc c'est des espèces de petites tentes debout dans lesquelles on peut se doucher sans que les gens nous voient. Il y a des gens qui viennent avec des douches solaires. Donc c'est des sacs qu'on peut mettre au soleil, ça réchauffe un petit peu l'eau et ensuite on peut se les tenir au-dessus de la tête pour se mouiller histoire d'eux. Il y en a qui sont aux gants. Sur le site de Glastonbury, ils disent un gant et un bout de savon, c'est le True Glastonbury Way. Donc voilà, il y a chacun sa technique, mais il faut penser à venir avec son matériel de toilette qu'on veut utiliser pendant le festival. On peut en acheter sur place, toujours, mais bon, il faut anticiper cette question, je pense, un petit peu avant de venir quand même. Il y a des gens, effectivement, c'est incroyable l'équipement qu'il peut y avoir. Hein. Et d'ailleurs, il n'y a pas besoin de la tente, il y en a plein qui prennent la douche avec en maillot de bain, en fait. J'avoue que je l'avais fait une fois l'année dernière et franchement, c'était quand même vachement agréable de pouvoir se mouiller juste une fois, histoire d'enlever un peu la poussière et la transpi et tout ça après 3-4 jours de festival. En plus, il faisait un petit peu chaud la journée, donc c'était sympa. Et toi, Laurent, comment tu procèdes ? Alors moi, j'ai toujours les lingettes biodégradables et souvent gants, le gant et le savon. Mais je ramène aussi la douche solaire, histoire d'avoir de l'eau un peu plus chaude. Mais de toute façon, moi je me lave tous les jours, y compris les cheveux. C'est pas très compliqué quand ils sont pas longs. J'ai déjà eu les cheveux longs, c'était un peu plus compliqué. Mais pour moi, la toilette c'est quelque chose d'indispensable pour bien commencer la journée, autant que le café. Ah oui, alors ça c'est ton petit luxe, c'est de ramener ta cafetière.
Et ton réchaud. Ouais, j'ai un petit réchaud et je me fais mon café. Et c'est pas juste histoire d'avoir un bon café à l'italienne. C'est aussi que j'aime bien le matin ne pas avoir à faire 5 minutes de marche aller, 5 minutes retour pour arriver avec un café pour démarrer la journée. Donc voilà, tu sors de la tente, tu prends un peu le soleil s'il y en a et voilà, tu profites directement de ton café. Hein. J'adore ça, même parfois l'après-midi. Toi, Roman, t'as un petit truc de luxe que tu emmènes sur place? Je dirais pas de luxe. S'il y a un truc dont je pense que je pourrais pas me passer, c'est mon sac banane, parce que je trouve ça super pratique d'avoir accès à mes affaires juste devant pendant le festival. Et en plus, ça limite un peu les risques éventuellement que quelqu'un fouille dans le sac à dos, ce genre de choses. Tu n'as rien avec toi qui ne soit rigoureusement indispensable, donc. Les claquettes, les tongs. Les tongs, l'oreiller, quoi, des trucs comme ça. Mais cette année, j'ai prévu de ramener ma petite bouilloire de camping. Alors, tu vois, je vais me faire mon petit thé. Laurent, il a son café, moi, j'aurai mon thé le matin. Et donc, vous imaginez bien que moi, il y a rien qui ne soit pas indispensable dans mon sac. J'ai tellement l'habitude de tout trouver sur place. Par exemple, pour le petit déj, moi, mon truc, vraiment ma petite routine matinale, c'est les donuts. Bon, je ne trouverai pas de meilleur que sur place. Donc, voilà, je vais pas aller acheter des donuts que je vais ramener ou à la limite, le truc le plus confortable que je puisse avoir, c'est des baskets. Parce qu'il y a des moments, j'en ai marre d'avoir des grosses pompes aux pieds, mais c'est à peu près tout. Il y a quand même une chose dont on n'a pas parlé qui me paraît indispensable, c'est d'avoir de quoi se protéger du soleil, que ce soit les lunettes, le chapeau et la crème solaire. On est quand même aux alentours du 20 juin, on est autour du solstice. Voilà, moi l'an dernier, j'ai fait une mini insolation en attendant les Foo Fighters. J'avais oublié de remplir ma gourde d'eau, etc. Et j'étais pas très bien pendant 2 heures. Et aussi un autre sujet qu'on n'a pas abordé, ça concerne pas tout le monde, c'est si vous avez des traitements médicaux, ne les oubliez pas. Et en particulier, en fait, il faut avoir les ordonnances avec soi. Normalement, d'ailleurs, il faut les avoir aussi pour pouvoir traverser les frontières. Sur le site de Glastotrip, donc le blog, il y a plusieurs articles intitulés Checklist que Jérôme a fait au fur et à mesure des années, où il reprend ce qu'il vient de dire là. Et il y a plein d'autres petites infos intéressantes, de choses, des listes plus exhaustives que ce qu'on a fait dans l'épisode, qui peuvent vous donner aussi des idées de choses à prendre selon vos cas particuliers. Ouais. Après, je pense à un truc, une autre chose pas du tout indispensable que j'ai ramené ces dernières années, c'est une radio qui fonctionne à pile et qui permet le matin ou quand on est au camping d'écouter un peu la radio du festival. C'est toujours sympa. Worthy FM, la radio du festival. Ce serait pas 107.7? T'es sûr que tu confonds pas avec Autoroute Info? Ah, t'as raison, c'est 87.7. Voilà. Bien joué, Roman. Et donc voilà, ils vont donner des nouvelles du festival, s'il y a des imprévus, des choses comme ça. Ils vont faire aussi un petit tour de la programmation, des interviews, et c'est assez sympa de se réveiller avec ça. Bon, je crois qu'on a fait à peu près le tour des objets essentiels. Je reprécise juste très rapidement, donc pour les choses de valeur que vous avez sur vous, il y a les lockers qui sont accessibles 24 heures sur 24. C'est gratuit, hein. C'est entièrement géré par des associations de ça. On peut faire une donation, mais c'est gratuit. Vous pouvez laisser vos affaires, ça sera toujours sécurisé. Il y a même des gens qui ramènent une certaine quantité d'argent et qui en laissent une partie dans les lockers, qui viennent les récupérer ensuite dans les jours du festival pour éviter éventuellement en cas de vol de perdre tout son argent d'un coup, ce genre de choses. Voilà, cet épisode touche à sa fin. Merci de nous avoir écoutés. On espère que les conseils qu'on a pu vous donner seront utiles. Donc n'oubliez pas, sur le site de Glastotrip, il y a plusieurs articles qui contiennent des checklists et qui parlent notamment de plein de petites choses qu'on n'a pas mentionnées dans cet épisode, par exemple les mouchoirs, les batteries d'appoint, la lampe frontale, etc. Donc allez voir sur le site pour avoir une idée plus exhaustive de toutes les petites choses qui peuvent être pratiques.
Et on se retrouve probablement très vite dans un nouvel épisode. Et d'ici là, n'hésitez pas si vous avez des questions à nous contacter sur le Discord. Salut. Ciao. Salut. Bonne nuit.